Professeur Sindjoun Pokan, bonjour. Bonjour Richard, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons à Africa TV à la faveur de cet échange. J'aimerais rappeler que vous êtes mon père. Bien sûr. Et donc, c'est votre papy. Voilà. Ouais, c'est avec beaucoup de plaisir que nous aurons cet échange qui constitue un autre moment d'apprentissage, pour nous. Nous voulons t'entendre sur un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques centrales et qui intéressent l'avenir de notre communauté historique, le Cameroun. Et notre discussion aura deux principaux points. Un point qui est en rapport avec l'apport du débat philosophique à la construction de l'espace démocratique camerounais. Le deuxième point sera en rapport avec la problématique de la violence et de la guerre. Vous êtes philosophe politique, philosophe moral et philosophe de la guerre. Et donc, ce sont des problématiques sur lesquelles vous avez beaucoup réfléchi. Et nous voulons vous entendre sur ces questions. D'abord, sur la première question qui est en rapport avec l'apport du débat philosophique à la construction de la démocratie camerounaise. Nous allons prendre pour prétexte la publication avec votre collègue de regretter Momoa, Basile Géléa Fouda, sur la problématique camerounaise à l'ère du soupçon, le cas Toa. Professeur, pourquoi le soupçon? Et qui soupçonnait qui et pourquoi? Parce que la question qui était posée, d'abord, à l'époque, quand nous écrivions en 80, les philosophes camerounais vivants n'étaient pas 17. Si tu as juste les grands théologiens qui sont extrêmement puissants comme Ebga, Jamaïla, Eboussi, Bemvin, je parle de ceux-là qui sont extrêmement forts et que les enfants à peine connaissent, quoi. Je ne sais pas s'ils en parlent. Ça, c'est des grands théologiens, politiques et tout, quoi. Et les philosophes, on peut les nommer, hein. Et certains sont morts, je vais citer les morts. Le grand philosophe, Marcin Toa, il est mort. Il y a Guillaume Boulet. Il est vivant, toujours. Il y a Beina, Manga Beina, qui est mort. Ça, c'est ma génération. Tu as un autre qui écrit qui s'appelle Les Chauves-souris, Nanga. Bena Nanga. Bena Nanga, il est mort. On l'a trouvé mort dans la poubelle à Mélin. C'est l'épistémologue. C'est lui qui a formé les Manga Beina dont je te parle. C'est qui a introduit, n'est-ce pas, la logique philosophique, l'histoire de la logique, de l'épistémologie. Un jour, il a écrit Les Chauves-souris, qui était une critique radicale du système néocolonial. Chauves-souris. D'abord, c'était un excellent écrivain. Il est d'Oubala, juste à côté là-bas, pas très loin, un prince. Et on l'a trouvé mort. D'abord, il a protesté, n'est-ce pas, à la Vichancellerie, là-bas, en haut, là-bas. Là où quand tu descends là-bas pour entrer à l'université Ngakele, tu vois le bâtiment, là, il était allé là-bas protester parce que je crois qu'il y avait des problèmes de son salaire et tout. Il avait protesté là-bas. Et un matin, on le trouve mort là-bas, dans la poubelle, à côté du CHU. Voilà, il a disparu comme ça. Que tu procès toi. Nous nous battions pour que nous créions un espace où les intellectuels parlent librement et constituent un bloc. On ne touche pas cet espace. Les franchises universitaires, comme c'était pas que le parti avait récupéré les gens. Déjà tenté de récupérer. Il en a récupéré, le professeur Toa. Parce que nous disions, attention, tu vas être broyé par ces gens-là. Tu vois, les no-philosophes. D'abord, sur le no-philosophie, nous disions non. Vous évacuez une pensée comme Cheikh Anta Diop, qui a déjà écrit que les Grecs n'ont fait autre chose que apprendre en Égypte pharaonique. C'est établi. Aujourd'hui, on ne discute plus. C'est plus une question qu'on discute. Ils ont fondé une civilisation, n'est-ce pas, qui a duré 5000 ans. C'est le mot sapiens, sapiens, c'est le noir. Les Russes disaient à l'époque, il y avait un débat
en 1972, UNESCO, l'origine de l'humanité et de l'homme. Les Russes avaient une école qui disait que non, l'homme est devenu, l'homo sapiens sapiens est devenu un peu partout en même temps. On dit que non, chaque dit que non, c'est en Afrique. C'est là-bas. Donc, si bien qu'il y a eu le congrès, le colloque du Caire, où on a consacré que l'homo sapiens sapiens, il est noir syrien. Que c'est lui qui a fondé, qui a fabriqué les pyramides, les mathématiques, tout ça, c'est lui qui a dit. La médecine. Et ça part de notre ontologie sur laquelle on va revenir de toute façon. Donc, les débats étaient la l'ethnophilosophie disait que oui, c'est l'ethnophilosophie. Il y avait Utunji, qui était ministre de l'Éducation là-bas, un Althusserien, qui était ministre au Bénin là. Je pense qu'un brillant, l'élève disciple d'Althusser. Il est encore dans la logique occidentale, à savoir que pour parler philosophie, il faut passer par Hegel. Nous disions que oui, nous avons été tous formés par là-bas, comme ils étaient venus former chez nous. Mais ils ont déformé ce que nos ancêtres leur ont enseigné. Et c'est Hegel qui a théorisé le rapport maître-esclave, contre lequel nous battons jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui donne une formulation historique à la doctrine maître-esclave. Le seul rapport que les Noirs aient eu et ont encore avec l'Europe, c'est le rapport maître-esclave. Et ils se mettaient à combattre notre ontologie politique sur laquelle on viendra. Que non. Certes, nous avons étudié en Égypte, comme ils sont étudiés chez nous. Parce que chez Antelope dit, ok, de la même manière que nous allons étudier aussi en Occident. N'oubliez pas que eux, ils venaient s'initier à toutes les disciplines mathématiques, philosophiques, historiques, chez nous. Voilà le débat. Et nous disions, il faut poser la question de notre rapport à l'État postcolonial, l'État parti unique. Il faut créer un espace où les intellectuels, quelle que soit leur tendance, qu'ils soient dans le parti ou pas, qui débattent, qui discutent. Parce que la tendance était justement de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'espace de parole à l'université. Il n'y en a plus, je sais pas. Après le fameux débat sur la littérature politique, est-ce qu'il y en a eu un débat à l'université? Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Tu as vu, tu m'as conduit là-bas pour voir Obenga. Je te dis, mais est-ce que ça c'est encore l'université? Tu te souviens, quand Obenga est venu ici, on a dit que c'est pas possible. Voilà, c'est pas un espace où les enfants doivent être fascinés, impressionnés quand ils vont dans les universités. C'est des lieux sacrés où quand on va. Donc, ils sont oubliés. Le professeur Towa, par la suite. Parce que nous disions qu'il est idéologue du parti, il n'était pas encore. Il est redevenu là-bas. Il est devenu maire, là-bas, à Efomo. Ça, c'est comme ça. Il a demandé qu'on mette de l'eau, n'est-ce pas, dans sa mairie. Impossible. Il avait récupéré pour le boyer. Il est mort. Donc voilà, nous disions, attention, on n'a pas besoin d'être d'accord sur la manière de faire la philosophie, c'est le débat, il faut discuter, l'espace public, on doit créer l'espace public pour que toutes les opinions puissent s'exprimer. C'était l'enjeu. Et il y a un conte là, que est tout bas, que Fouda analyse pour dire que voilà comment nos patriotes pensaient, n'est-ce pas, Dieu. Comment, oui, un beau poème qu'on a commenté, encore pour dire ça, pour l'ontologie. Donc, c'était la question. Donc, le débat, bon, je ne sais pas, j'ai encore des débats, il y en avait, mais la tendance était qu'on supprime le débat. Aïdjo n'osait pas envoyer, n'est-ce pas, il tenait compte de franchise universitaire. C'est sous le renouveau que, je ne sais pas si tu es au courant, que Mme Djema a fait venir une milice à l'université à l'époque. Ils ont fait introduire, n'est-ce pas, la milice à l'intérieur de l'université, qui est un espace sacré, à cause des franchises universitaires. Certes, celui qui gère l'université peut, n'est-ce pas, demander, encore que c'est très difficile, c'est souvent très très difficile, parce que le conseil de l'université n'accepte pas. Il y a des gens qui vont dire que non, bon non, nous on va régler, on va dialoguer, on va discuter. Mais ils ont mis là, Mme Djema, qui était à l'époque, bon, il a institué cette milice qui fait problème aujourd'hui. Ils ne sont pas ni versés dans les... Enfin, ils n'ont pas de statut, quoi. Et ça pose des problèmes.
à cause de ça, du fait que les intellectuels n'ont pas joué leur rôle pour dire que non, il y a des espaces sacrés. Les franchises universitaires, c'est une notion internationale, enfin, académiquement reçue. C'est comme on avait empêché au Platon ou au machin de penser. C'est vrai qu'ils prenaient des risques, mais on les laissait, Socrate, disserter dans la rue, comme en Égypte, comme dans nos villages. Parce qu'ils copient ça comme au village. Au village, est-ce que c'est interdit de diffuser? Non. Il faut revenir. C'était la question. Il faut retourner. Nous terminons en disant que non, il faut créer une multitude d'écoles philosophiques au Cameroun. Il va de la santé, de la cité. On ne doit pas empêcher aux gens de penser, de discuter, de débattre. Et l'université doit être ce lieu depuis lequel on pense, on affirme des positions contradictoires et on construit une cité dans et à travers la parole, comme c'est le village. De nos villages, on n'interdit pas aux gens de parler. On interdit aux gens de voler, mais pas de parler. Ils critiquent d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Nous voulions qu'on revienne. Ça, c'est l'enjeu de ce débat-là, qui est encore d'actualité. Parce que la tendance, c'était que je n'envoyais pas, je sais pas, la police, c'est le chancelier ou le vice-chancelier ou le recteur qui demande expressément, quand il ne peut pas gérer, et encore qu'il tient un conseil des enseignants, de tout ça, pour que, s'il ne se lève pas un matin comme ça pour dire que non, je vais demander que l'intervention de la police, non, il y a des franchises universitaires, on fait attention. Professeur, on a l'impression que cette séquence historique est influencée par l'ordonnance de 62 sur le délit d'opinion. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre cette démocratie du soupçon et finalement l'adoption de cette ordonnance en 62 sur le délit d'opinion qui avait pour objectif de museler toute forme de contestation sociale? Ah oui, et là, vous parlez là d'une thèse qu'a développée le professeur, le théologien, Epoussy. Il répond à la question de quoi le Cameroun était le nom. Saviez-vous que ce qu'on appelle le Cameroun est... Saviez-vous qu'il n'a jamais connu stabilité? Saviez-vous qu'il a eu toujours des guerres et qu'une moindre prospérité a été relative? Saviez-vous que depuis 15 ans, c'est-à-dire à partir du moment où le président de la République prend le pouvoir, l'égalité et la légitimité sont en conflit permanent à cause des lois d'exception auxquelles tu fais allusion. C'était pour mater les nationalistes, c'était pour empêcher aux gens de parler. C'est l'État néocolonial qui a refusé de doter le Cameroun d'une constitution jusqu'ici. Quand vous entendez même l'opposition actuelle de dire qu'il faut un code, moi je leur dis non, il faut aller au-delà. Il faut doter le Cameroun d'une constitution consensuelle sur laquelle tout le monde est d'accord. C'est le débat de fond. Faute de quoi, n'est-ce pas, une constitution où on fixe les règles du jeu, on respecte la loi fondamentale et tout, mais que ça soit consensuel. C'est pas simplement le code électoral. C'est le Cameroun n'a jamais assis pour se doter d'une constitution. D'une constitution. Je vous ai dit que le président Ahidjo, à l'époque, en 87, avait dit que c'est une assemblée. Il y avait une assemblée à l'époque alors. Dans le débat, quand vous prenez les archives, les débats étaient extraordinaires. Le Parlement, les démocrates, il y avait des partis, c'était les partis, avant que le président Ahidjo ne transforme ça en UNC. Il y avait des débats malgré ces lois d'exception. C'était pour taquer les maquisards. C'est pour pas qu'il y ait une opinion critique. Et quand les Anglais, enfin quand la partie anglophone est revenue, bon, enfin, il fallait, parce qu'eux, ils ne connaissaient pas la privatisation des débats politiques. En 66, on amorce là, vraiment, on consacre en 66, c'est-à-dire l'UNC, où on va fusionner tout le parti. Et puis en 72, où les Fonlon va claquer la porte. Il était ministre, c'est ça, de la santé. Un grand professeur, un musicien, ceux qui ont créé Abia. Donc, et il se trouve que le professeur Onan n'est pas encore rentré au Cameroun pour être... Il a fait, je crois que ça doit être une mémoire sur l'état d'exception. Ça doit être permanent. C'est lui qui à l'époque dit que non,
Tu ne peux pas faire de l'état d'exception une permanence. L'état d'exception, c'est un état où vraiment on est en crise, il y a un dictateur. Hein. D'abord, c'est prévu dans la constitution du Cameroun aujourd'hui. Le président peut devenir dictateur, au sens romain. C'est-à-dire à 6 mois. Il dit que vous me donnez, parce qu'on est dans une situation, c'est l'article 9, alinéa 2. J'ai souvent lu ça. Il dit que mais on est en guerre civile, les frontières sont menacées. Donc tu t'institues dictateur. Dictateur, ça veut dire que tu as 6 mois. Que tu réussis, si tu réussis, tu as la chance. On va te construire un château, on te laisse là-bas. Et puis si tu rates, c'est pareil, on va te laisser là-bas. Mais on dit, ok, on va changer un autre. C'est état d'exception, mais l'exception ne doit pas être la règle. C'est un état où, et on te dit, j'ai souvent lu, c'est dans la constitution du Cameroun. On te dit, oui, je le fais. Donc, c'est les vestiges, notre pays ne s'est pas encore donné une constitution qui est la volonté générale au sens de Rousseau. La volonté générale. Et puis où les pouvoirs sont distribués, la séparation de pouvoirs comme ils le font dans la démocratie occidentale. Alors que chez nous, on peut penser autrement. Ce sont les normes. Hein, les normes de 42 États de l'Égypte, les normes. Hein. Nous sommes l'idée fédérale, c'est né en Afrique. Chez les Égyptiens, le pharaon, c'est le représentant de Dieu. Il pas Dieu. Les normes, c'est à la fois, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les États-Unis d'aujourd'hui. Les normes, c'est 42. Et sur le 42, 16 sont sur l'Afrique continentale. Oui, non? Et puis, Osiris, hein, le fameux Osiris, il représente ça là-bas au niveau ontologique. Il écoute Dieu, mais il écoute ceux qui le conseillent. Sinon, s'il s'amuse, on le met à mort, comme Hegel l'a fait. Donc il faut revenir sur ces choses-là parce que le Cameroun, d'abord, on n'a jamais eu une constitution consensuelle. À cause des événements dont on parle, l'UPC est interdit. Parce que l'objectif, quand l'UPC est créé en 1948, l'objectif de l'Occident, de la France, surtout au lendemain, nous étions il n'avait qu'une tutelle sur nous. Hein, on n'a jamais été une colonie au sens des autres. Il décide que moi, il faut combattre l'UPC par les armes. 52, c'est déjà décidé, on commence déjà par le son buté, voilà. On crée les blocs démocratiques, hein, Dodjoula, Aïjo, hein, et membre, Bila, et aussi mon membre, plus un autre que je ne connais pas. En 1955, la dissolution, on le met dans la clandestinité. En 57, 58, n'est-ce pas? C'est la liquidation physique. On ne compte pas le nombre de morts qu'il y a eu. Le maquis, ça a été extrêmement rude et tout. On n'a pas encore. De toute façon, la France doit reconnaître ça comme crime contre l'humanité. Ça, il n'y a rien à faire. On se bat pour ça. Et puis on se met maintenant à mettre la mécanique des lois d'exception dont tu parles, avec les effets pervers. En 66, bon, l'année 66, c'est quelque chose de quand même de terrible. Quand on crée l'UNC, on vient de tuer le premier docteur en sciences économiques dans le Djoum, au sein d'Afana. Économie de l'Ouest africain. Est-ce qu'on enseigne ça à l'université? Je ne sais pas, chez les fonds. Voilà, première thèse, le doctorat. Et puis, ça s'enchaîne. 1972, on rompt avec la fédération pour revenir à l'État unitaire. En 80, l'État, hein, la République unie du Cameroun, une et indivisible, voilà. Et nous sommes dans cette aventure où la légalité et la légitimité sont en confrontation excellente. Il faut doter le Cameroun, et votre génération, c'est sa mission. C'est de doter le pays d'une constitution consensuelle. Pour que les choses soient claires, pour que les gens, et puis ils profitent de quoi? Ils ont divisé le pays en passions ethniques immenses. Et ça atteint des familles. Même la cellule familiale est atteinte. D'abord, nos familles sont, je sais pas, c'est des alliances, c'est pas une famille biologique, non, c'est des alliances. Et nos parents le faisaient pour éviter les guerres. Parce qu'il n'y a pas de... j'ouvre une parenthèse pour te dire, il n'y a pas de... Si tu vois un historien qui te dit que l'Afrique précoloniale a eu des guerres, comme tu vois là, il ment. Pourquoi? Parce que c'est à cause du mariage.
Le mariage, ce n'est pas un art entre un individu et toi. Moi, c'est des familles qui s'élargissent. La famille camerounaise, c'est multiple. Si tu verses... Et quand la guerre pouvait advenir, parce que ça arrive toujours, il peut arriver que, bon, pour des raisons, l'homme est un animal, de toute façon, bon, il peut y avoir... Mais quand il y a 50 personnes qui meurent, on arrête. Pourquoi? Parce que chacun doit enterrer ses morts. Et ensuite, parce que si tu continues, tu vas toucher biologiquement le tien, parce que tu as un enfant là-bas. Le mariage, c'était donc pour régler les problèmes géopolitiques, économiques, tout ça. C'est pas maintenant là. C'est pas matriarcal. C'est matriarcal. Tu peux hériter de ton oncle maternel. Ah oui, sans problème. Mais c'est pas patriarcal. C'est comme l'Occident, où tu tapes sur une femme, tu peux casser une femme. Et pour revenir, n'est-ce pas, au système, parce que c'est vous qui allez diriger l'Afrique demain, ou le Cameroun, mais vous allez faire un système bicaméral. Assemblée des femmes, assemblée des hommes, ils se réunissent en congrès pour prendre les grandes décisions. Et il se trouve que, Cheikh le dit dans le fondement, il se trouve que ce sont les femmes qui, généralement, dans ces congrès-là, au congrès, il s'agit que les femmes sont ici, les hommes là, ils se réunissent en congrès pour prendre les grandes décisions. Quand il y a la sauterelle, quand il y a la pandémie comme ça, ou quand il y a la guerre, et ce sont les femmes qui prennent les vraies décisions. Il faut revenir sur pas la parité, où on te dit oui, les femmes sont représentées au Parlement, 2 femmes, 3 femmes. Bon, et alors, c'est pas l'homme, c'est pas le modèle occidental, c'est ça. Mais, professeur, finalement, quels sont les acquis des années 90 après cette séquence extrêmement difficile, cette phase de contrainte, de violence, de musellement de la pensée libre et critique, il y a quand même un vent de démocratisation à la faveur de la décennie 90. Oui. Quels sont les acquis des luttes des années 90 et finalement, quelle aura été la contribution de la pensée philosophique à l'avènement de ce nouveau système? Le philosophe théologien est poussé avec un grand livre. Les conférences nationales souveraines. Conférences nationales souveraines. Oui, demande. Les juristes doivent s'occuper de ces phénomènes, de ce qui s'est passé en Afrique. Parce qu'on a détourné en disant que ça vient du vent de l'Est, tout ça. On ne dit pas que ça, c'est une maturation. Et on a valorisé simplement le printemps arabe, oubliant que ce n'est pas la bolle. Le fameux discours d'abord qui disait, je leur ai dit non, c'est pas ce qu'il faut dire. C'était une maturation, récupérer. La démocratie, les transits, le Cameroun, le cas du Cameroun, il dit ça, il faut que le Cameroun se dote des institutions. Et il dit que les conférences nationales auront été l'esprit au sens hégélien, parce qu'il est hégélien, il a lu beaucoup Hannah Arendt, c'est-à-dire quelque chose qui ne meurt pas. Et qu'il a un bel avenir. Tiens-toi bien, si tu regardes bien les conférences nationales, la conférence nationale qui a le plus réussi, c'était le Bénin. Avec Kéokou, qui était marxiste, quand même. Le peuple a demandé, et au Niger, le peuple a demandé que ça se passe directement par le peuple. Ce n'est pas les partis qui vont, voilà, qui vont. C'est le peuple qui dit souverain, voilà, nous nous déclarons souverains. Et puis bon, c'est comme ça, ils se sont dotés déjà des constitutions. Donc il y a eu des avancées. Au Cameroun, ça a été bloqué. Parce que le président a dit d'abord que c'est sans objet. Et ensuite, on a mis en place des comités pour réfléchir, la tripartite. Où j'ai dit quand même que c'est une manière, n'est-ce pas, de récupérer le mouvement de la rue, parce que, en fait, nous avons eu la plus grosse incivisme fiscal sans rien casser. Comme on n'a pas cassé, contrairement à ce mouvement, c'est un mouvement pacifiste, mais qui était si puissant que l'État ne pouvait rien. Ça durait 5 mois. D'abord, les villes mortes ont acquis, c'est mon ami Bois-Massor qui a lancé le mot ville morte. On fait des tests là-dessus, même en Europe, enfin, les villes mortes. Les gens parlent de villes mortes là-bas, mais ils ont copié ça comme. Nous vont demander ça, qu'on nous paye ça. C'est une invention du Cameroun, quoi. Le Cameroun est un génie comme Bois-Massor. Donc on a eu des enfants, il y a de l'histoire de parole. Je leur dis souvent que
Il n'y a plus Fauchivé dans la tête. Tu ne pouvais pas parler comme tu parles là-bas. Fauchivé, il est sorti. Je sais dans quelles conditions. Ils l'ont massacré aussi. Il est mort. Le pays s'est mis à broyer ses propres fils. Sa bureaucratie, comme tu vois là, les prisons, les perviers, tout ça. Mais on ne peut plus t'interdire de parler. Peut-être t'organiser encore que c'est pour un temps. Les gens parlent. Dans le taxi, quand tu marches, on ne dit pas que oui, tu es qui, tu es quoi, machin, parce que les gens disent que non. Donc on a acquis le droit à la parole. Maintenant, il faut une organisation, une constitution. Limiter le nombre de partis. On ne peut pas avoir, tout le Cameroun ne doit pas être dans des partis. Je ne sais pas, aux États-Unis, on te dit il y a deux pôles. N'est-ce pas, au Sénégal, Senghor avait dit 3 ou 5, quelque chose comme ça. Bon, pourquoi pas. Et puis, avec des mandats de 5 ans renouvelables une fois. Même si tu as bien fait, il faut que tu partes. Ouais, mais tu as bien fait. Avec un mandat impératif aussi. Parce que le peuple qui t'a confié le mandat, si tu trahis, il récupère son mandat. Parce que la Révolution française n'a pas fait ça. Il y avait un débat pour dire, ok, si on te lit pour un programme précis et que tu n'accomplis pas ça, mais on a le droit de révoquer, de dire non. C'est un mandat impératif. Tu es élu parce que tu nous as dit que tu vas nous donner de l'eau, parce que tu vas nous construire des espaces publics, parce qu'au village, dans nos campagnes, il y a les espaces publics. C'est en ville que tu vois plus des espaces publics, parce que ça a été pris, je sais pas, les gens ont pris ça, c'est devenu leur villa, leur machin, comme ça. Les gens ne se rencontrent pas pour parler. Mais ils n'ont même plus peur de parler. Voilà les acquis de 90, parce que Fouchivé n'est plus dans leur tête. Ah oui, il n'est plus dans leur tête. Les gens, ils parlent, ils discutent. Mais il faut qu'on donne le Cameroun, la possibilité du Cameroun, parce que si le Cameroun bascule dans les désordres, c'est le cas, ben il va paralyser toute l'Afrique centrale. Avec les questions géopolitiques que tu vois, c'est partout. On est cerné. C'est pas simplement Boko Haram. Vous savez, toutes les puissances sont en Afrique. C'est une de mes thèses. Toutes les puissances du monde sont en Afrique. Il faut donc que l'Afrique, que vous sentiez que tout se joue en Afrique. Professeur, 1990-2020, ça fait 30 ans. Ah oui. 30 ans d'une odyssée politique incroyable, Ouais. Une dynamique d'un champ social toujours bouleversé par des forces centrifuges. S'il fallait analyser, faire une évaluation des acquis de 1990, 30 ans plus tard aujourd'hui, est-ce que vous estimez que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Il y a eu des 90. J'ai dit que c'est une des rares grèves qui a duré 5 mois. Incivisme, la désobéissance civile, de mots d'ordre. Le peuple a créé même ses impôts. Il se trouve que ce sont des associations dans lesquelles nous étions. Moi, j'étais dans le Cap Liberté, moi j'étais dans la société civile. C'est la société civile, hommes et femmes, n'est-ce pas, qui protestaient. On donnait de l'eau gratuitement aux gens. Il y avait des sommets, la SNEC, ça s'appelle SNEC, ou je sais pas, un truc comme ça. SNEC. Ils donnaient de l'eau gratuitement au peuple. On a dit que le peuple va boire de l'eau. Il faut de l'eau. Ils sont payés, on a dit. Puis on va nous dire que ça va coûter cher. Non, on n'a pas cassé. Le peuple n'était pas là pour casser. Écoutez, ok, il faut qu'on parle. Et puis qu'on dote les Cameroun des institutions dans lesquelles ils se retrouvent. C'était l'objectif. Qu'est-ce qui a récupéré? J'ai écrit un texte que tu vas lire, mon fils. Enfin, voilà. J'ai fait une copie là. Enfin, le messager publie, ils m'ont téléphoné pour dire qu'il publie. Où va le Cameroun? Ça, c'est le texte. J'explique pourquoi où va le Cameroun. Ça, c'est dans un livre qui va paraître. Où va le Cameroun? 90, 1982, 10, 94. Il s'est passé des événements extrêmement importants. Des élections législatives, vous vous souvenez? Le municipal. 82, les municipales, où le peuple a donné la majorité au Parlement. Au Parlement. Au Parlement. C'est-à-dire on pouvait faire les réformes que le peuple réclamait au Parlement. Ils ont fait quoi? Ils ont fait des alliances avec RDPC. Parce que la plupart venaient de RDPC. C'est des anciens de RDPC qui n'avaient jamais rompu avec leur mentalité. Les Bello, ils sont là-bas. Tu vois, non? Ils sont rejoints. Adamou Damjoya, ils sont allés au Parlement.
C'est pour ça que, et au Parlement, il dit, c'est en 2000 que j'ai écrit cet article, pour faire le bilan là, pour dire que pourquoi nous avons raté, pourquoi on n'a pas pris le pouvoir, parce que il va au Parlement, il ne peut pas travailler. Le bureau ne travaille pas. On attend que la proposition de loi ou, je sais pas, un truc comme ça. Ils attendent. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Si le peuple t'a donné le mandat et qu'au Parlement, tu peux pas, tu fais du crétinisme politique, tu fais de l'opportunisme, tu t'en fous du peuple qui t'a élu, c'est pour ça qu'il faut un mandat impératif. Si tu vas là-bas et tu ne respectes pas ce que la promesse que tu as faite, le peuple est fondé à te destituer, à récupérer le mandat. C'est un mandat impératif. On ne t'a pas donné ça pour que tu lâches 5 ans et que tu mens, tu reviens, tu dis qu'on te corrompt. C'est corrompu même là-bas. Le président dit, c'est le président de la République qui dit que c'est corrompu partout. Donc, vous voyez que le Parlement, les gens ne croient pas. C'est un piège à con. Pour reprendre une formule de mon maître Cheikh Anta, j'en pense ça. Il y a un moment où les élections, c'est rien du tout. On dit que non, le peuple fait quoi? Donc, il faut donc, ce peuple qui est aujourd'hui là, le Parlement qui ne fait rien. Le Parlement qui sont là-bas en change, interchangeable. Le Parlement qui est corrompu. Tout ça, parce que la corruption a atteint partout. C'est l'école, c'est tout. Toutes nos institutions sont atteintes de corruption. Et je réponds aussi, j'écris aussi un livre qui s'appelle Essai sur la corruption, préfacé d'ailleurs pour mon fils Mathias Nguini. C'est en 2008, 2011. C'est qui depuis là, toute la corruption au Cameroun, quand ça atteint ces niveaux, quand l'État est si corrompu comme ça, là, c'est pas réformable. Machiavel le dit, ce n'est pas possible. Il faut un homme extraordinaire. C'est-à-dire, je sais pas, les dictateurs éclairés. Éclairer, c'est tout. C'est pour régler un problème, il n'est pas là pour s'éterniser. 6 mois, il dit que voilà ce que je veux. Et puis, il peut faire n'importe quoi, il dit voilà ce que je veux. Et puis, il s'en va, il se retire, il s'en va, il laisse le pays. Donc, tu vois que l'opportunisme politique continue. Le Parlement, les gens pensent que, alors que les règles de jeu ne sont pas claires, tu ne peux pas continuer à penser que tu vas changer quoi que ce soit là-bas. Donc, c'est le bilan qu'il faut tirer, c'est bon pour dire on fait quoi? On fait quoi actuellement? On fait quoi? On va laisser le pays comme ça? Eh bien, on est en guerre, sur tout le front. Le Nozo, dans ce que tu sais, la guerre civile, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Ce sont des frères qui se tuent, qui se déchirent. La cellule familiale, ça n'existe plus. Les enfants qui osent porter un coup mortel à un professeur, 17 ans. Mais est-ce que c'était imaginaire il y a, je sais pas, il y a 20 ans? Jamais. Donc, c'est-à-dire le lieu sacré, symbolique, sont violés. C'est l'école. Quand un enfant revient à notre temps, même, toi mon fils, mais la maîtresse pouvait se tromper dans ta tête. La maîtresse a dit que, le maître a dit que, même à la maison, même si ton père est instituteur, s'il voit que, il dit que non, le maître a dit que, il va aller diffuser avec le maître pour que le maître corrige lui-même. Ah, voilà, il s'est passé que vous avez mal écrit, tout ça, parce que le maître est sacré. C'est le maître, c'est le disciple, l'enfant et socialiste. Les jours où il prend un couteau, comme ça s'est passé, je sais pas, ici, l'année dernière, où un enfant de 17 ans a tué, a porté un coup mortel à son maître. Ça veut dire que le maître, c'est ça le gros problème. Où sont les repères? Où sont les repères symboliques, sacrés? La maîtresse. La maîtresse a dit que. Enfin, tu dis que la maîtresse a dit que. Ah, la maîtresse. Chacun est marqué par un maître. Tu es disciple de quelqu'un. Bon, il n'y en a plus, quoi. Ça veut dire que, bon, tu peux faire n'importe quoi. Mais il faut vraiment faire le bilan, dire que, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est en guerre. Parce que, à l'époque, j'ai eu une polémique, parce que l'on dit que le Cameroun est un havre de paix dans un monde perturbé. J'ai dit que non, vous ne pouvez pas dire ça, attention. On est dans un monde, parce que nous faisons partie du monde. Tu ne peux pas dire qu'un havre de paix, non, c'est des slogans qu'on fait réciter par le président, il dit n'importe quoi. Pendant ce temps-là, le Nozo vient comment? On n'a pas vu venir. Pourquoi Haram, ce n'était pas une issue de couper de route? Si c'est comme ça, c'était une affaire de la gendarmerie et de la police, c'est pas bon, mais on sait quand même que... Mais quand le président de l'Assemblée, tu te souviens, quand le président a dit, de toute façon, qu'on est en guerre. Boko Haram, il a dit ça d'abord à l'aéroport.
Moi, j'avais même déjà protesté pour dire que non, c'est pas à l'aéroport que le président doit nous dire qu'on est en guerre. C'est au Parlement, je vois, aux deux chambres, voilà, et puis au peuple, solennellement. Et le président de l'Assemblée a dit que Boko Haram est parmi nous. J'ai dit que mais le procureur de la République doit l'entendre. Il n'a pas dit ça dans sa chambre, hein. Il a dit ça au Parlement. Il a récidivé. À un mois de juin, encore une fois, vous dites que bon, c'était pas des coupeurs de route transformés aujourd'hui en Boko Haram, tout ça. Donc il faut faire attention. Ça, voilà ce qu'on voulait comme violence extrêmement terrible. La question c'est, on fait comment? Vous n'avez pas d'autres continents. Hein. Ça, c'est l'espoir vital, c'est l'Afrique.